Et l'on retrouve Hélène Frade pour la revue de presse ce matin. Bonjour Hélène. Bonjour Damien, on va parler, vous l'avez annoncé, le premier anniversaire de la chute de Bachar el-Assad après 14 ans de guerre civile. La nouvelle Syrie souffle sa première bougie et l'Orient le Jour, le quotidien libanais, cite le président Ahmed el-Chareh, soutenant que son pays est déjà à 95% du chemin. Mais le chemin vers quoi ? Le journal qatari Al Arabi Al Jadid évoque plutôt une Syrie toujours dans l'attente et des espoirs suspendus. Un pays en proie aux difficultés quotidiennes, économiques, confronté aux défis de la réconciliation et de la reconstruction de l'État, alors que l'agression israélienne continue, je cite, beaucoup de défis et beaucoup de questions aussi autour de la figure d'Ahmed el-Chareh, baptisé l'énigme de Damas par Der Spiegel. Il y a 20 ans, Ahmed el-Chareh posait des bombes contre les Américains. Aujourd'hui, il est reçu à la Maison-Blanche. Mais quel avenir l'ancien terroriste souhaite-t-il pour la Syrie, s'interroge le magazine allemand. Dans un reportage publié par La Croix, l'envoyé spécial du journal à Idlib raconte comment les anciens du groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham tentent aujourd'hui de rebâtir un État sur le modèle de l'administration qu'ils avaient mise en place dans cette ville. Un modèle très opaque en réalité et qui reproduit les anciennes structures de contrôle et de surveillance de la dictature plutôt qu'il ne les détruit. Toujours sur cette réalité de la nouvelle Syrie, rappelons que la dictature sanglante de Bachar el-Assad et de son père ont duré près d'un demi-siècle et que pendant ce demi-siècle, la terreur a régné sur tout le pays. Abdullah al-Ahras fait partie des innombrables victimes de ce régime. Son histoire est retracée par le quotidien espagnol El País. Ce jeune homme d'à peine 30 ans avait déserté l'armée syrienne. Il remplissait toutes les conditions requises pour obtenir l'asile en Turquie où il avait fui ou dans un pays de l'Union européenne. Mais Abdullah a été expulsé de Turquie. Il est mort en Syrie dans des conditions inhumaines dans la prison de Sednaya. Pour El País, son sort, Damien, est emblématique de l'histoire syrienne, mais aussi de l'incapacité des pays voisins et de la communauté internationale à protéger sa population. Pour le journal, cette histoire illustre, je cite, comment les politiques d'externalisation des frontières de l'UE conduisent beaucoup de personnes à la mort qui plane toujours sur la Syrie, et c'est à lire et à voir aussi du côté du Monde, avec notamment ces photos d'Edouard Elias. On rappelle que ce jeune photojournaliste avait été pris en otage en Syrie pendant 11 mois, entre 2013 et 2014. Il avait été pris en otage par le groupe État islamique. Plus de 10 ans plus tard, il a sillonné la Syrie et ses prisons nouvellement ouvertes et il livre ses panoramiques saisissants en noir et blanc. Ici, des piles de vêtements et de chaussures dans la prison de Sednaya, toujours des lieux hantés par les débris et les silences aussi de ces disparus dont il ne reste que des photos. L'autre sujet du jour, Damien, c'est les inquiétudes à propos de toute autre chose, l'audiovisuel public en Lituanie. Le Monde précise que le texte de Nemuno Ausra, l'aube du Niémen, dont cet homme Remigius Tsemaitatis, le chef de file, propose tout simplement de simplifier la procédure pour limoger le directeur général de l'audiovisuel public. C'est une disposition qui est perçue par ses opposants comme une façon de mettre au pas le secteur. D'autant que les députés lituaniens ont récemment gelé le budget de l'audiovisuel public pour 3 ans. Ils sont mobilisés depuis plusieurs jours et les syndicats de journalistes appellent à manifester demain devant le Parlement. Je vous propose de passer en France à présent avec ces nouveaux déboires pour le Louvre, décidément, victime cette fois d'une fuite d'eau. Le New York Times, le quotidien de New York, indique qu'entre 300 et 400 ouvrages de la bibliothèque des antiquités égyptiennes ont été endommagés, mais qu'aucune œuvre d'art, en revanche, n'a été touchée. Le journal estime que cette annonce montre que les systèmes de sécurité obsolètes du musée du Louvre ne sont pas le seul problème urgent auquel il est confronté et que ces infrastructures vieillissantes exigent elles aussi des réparations après le rocambolesque cambriolage d'octobre dernier.
Mais figurez-vous que le Louvre n'est pas le seul musée du monde à attirer les malfrats, puisqu'à Folha de São Paulo, le journal brésilien rapporte que des voleurs ont volé donc hier 8 Matisse, notamment dans un musée de São Paulo. 8 Matisse, et cette fois-ci, Damien, pas de monte charge ni de scooter, puisque les voleurs sont repartis tranquillement en métro. Ça ne devait pas être super pratique. Lui détenait le record du nombre d'expositions simultanées. Il a publié 120 livres au total dans sa carrière de photographie. Impossible de ne pas mentionner, évidemment, ce matin, l'hommage de Libération à Martin Parr, le grand photographe britannique qui est mort hier à 73 ans. God Save the King, God Save the Kitsch. Et du kitsch, vous en aurez encore, puisqu'on va parler, pour terminer, de l'élection de Super Mamie 2026. C'était hier. Passé 50 ans, Damien, non, il n'y a pas que le tricot et la verveine. Hasard du calendrier, d'ailleurs, c'était la première fois que ce concours avait lieu le même week-end et dans la même ville, Amiens, que le concours de Miss France, qui avait lieu donc hier également. Pour info, c'est Miss Tahiti qui a été couronnée. La concurrence était grande, mais le Parisien nous raconte que l'ambiance était tout aussi survoltée chez les aînés que chez leurs cadettes. On imagine. Mais trêve de suspense, puisque je le sais, la question qui vous brûle les lèvres, c'est qui a gagné ? Qui a gagné ? Eh bien, la gagnante, la voici, elle s'appelle Anna Maria Ciortea. C'est la super mamie des Hautes-Pyrénées, 68 printemps. Bravo à elle. Il n'y a pas d'âge pour oser. Merci beaucoup, Hélène.